Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table ronde sur le thème du travail de milieu. Mon nom est Émilie Raymond, je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Je suis aussi directrice de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Et j'ai la chance de travailler sur le sujet du travail de milieu depuis quelques temps. Dans le cadre de ce qui est au Québec une innovation sociale majeure, qui a vraiment émergé des milieux de pratique, des organismes d'action communautaire autonome qui rejoignent les personnes aînées. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps, en fait, à moins que nos panélistes en parlent, mais de s'introduire ou en fait de plonger dans la riche histoire du travail de milieu. Vous pourrez la découvrir. Donc, notre objectif aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une équipe de recherche en formation. Équipe de recherche, là, vous aurez compris un peu mon style méthodologique, une équipe de recherche en partenariat, dans le cadre de laquelle on veut éclairer les différents types de savoirs qui sont, entendez-vous bien? Oui, OK. Les différents types de savoirs qui sont mobilisés par les travailleuses et les travailleurs de milieu aujourd'hui au Québec. Et on veut savoir aussi, en fait, dans le cadre de la table ronde, quels sont ces savoirs-là qu'on ne doit pas manquer là, d'explorer, de chercher à éclairer, puis surtout comment on fait pour développer des connaissances sur ces savoirs-là dans le cadre d'une pratique quotidienne qui est assez trépidante, qui est beaucoup déambulatoire, où les personnes travaillent donc dans différents types de contextes. C'est les questions qui vont nous intéresser de manière à nourrir notre partenariat qui va s'appeler le partenariat relié, puis que nous, personnes chercheuses, on soit capable de travailler de manière utile, concrète, aidante là, pour recueillir ces savoirs-là. Alors ça, c'est notre objectif. On va commencer par mieux connaître nos différents panélistes qui ont accepté avec grande générosité d'être là aujourd'hui. Je vais ensuite avoir l'occasion de vous parler des ITMAV, les initiatives de travail de milieu auprès des personnes en situation de vulnérabilité au Québec, de façon un petit peu plus formelle. J'ai un très court PowerPoint. Et ensuite, on va avoir l'occasion d'écouter nos panélistes autour de deux grandes questions. Il va y avoir deux moments d'échange avec vous. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, il y a des personnes travailleuses de milieu dans la salle notamment. Donc, si vous voulez réagir, ça nous fera grand plaisir de vous écouter. Alors, on va commencer par la personne la plus éloignée. Je vous invite chacun à votre tour à vous présenter et à dire dans quel contexte vous êtes là. Alors, prise 2, Isabelle Marchand, professeure en travail social à l'Université du Québec en Outaouais, campus Saint-Jérôme dans les Laurentides. Donc, voilà, je travaille sur différents enjeux liés au vieillissement et en travailleuse sociale. Donc, les savoirs de milieu m'intéressent. Louis Lemieux, je suis directeur général du Centre d'action bénévole du Contrefort dans dans l'arrondissement de Charlesbourg à Québec. Chez nous, j'embauche 11 travailleurs et travailleuses de milieu. Et le Centre d'action bénévole, ça fait 18 ans qu'il développe ce genre d'initiative-là. Bonjour, mon nom est Maude Langevin-Charlebois. Je suis travailleuse de milieu à l'organisme Prévoyance envers les aînés des Laurentides. C'est un organisme là, qui existe depuis une trentaine d'années. Et depuis environ un an et quelques mois, on est trois travailleurs de milieu à l'organisme Prévoyance. Donc, on couvre le territoire des Laurentides. On est présent dans 4 MRC pour un total de 56 municipalités. Et moi, je travaille dans celle de la MRC des Laurentides. Vous m'entendez bien? Parfait. Je sors d'une pneumonie, ça se peut que ma voix affaiblisse ou elle manque à un certain moment donné, mais si ça arrive, je vais ajuster le tir un peu. Intervenant de milieu, travailleur de milieu depuis 2015. C'est Marie-Christine à Vaudreuil qui m'a offert la chance de travailler dans le travail de milieu. Puis jusqu'à 2017, ensuite de ça, je suis allé à Valleyfield, Beauharnois, un territoire avec une problématique particulière, beaucoup d'itinérance. Un tiers de mes dossiers sont liés à l'itinérance, consommation, santé mentale. Et 50%
des gens sont âgés entre 50, 65, avec une problématique financière un peu difficile qui nous amène d'autres problématiques plus complexes. Bonjour tout le monde, Alexandra Charette, chercheure associée au CREGES. Je m'intéresse depuis la dernière année un peu plus au travail des travailleurs de milieu, à leurs activités, particulièrement en milieu urbain, sur le territoire du centre-ouest de l'île de Montréal et plus largement là, sur l'île de Montréal, là où il y a une plus grande densité de population et où les activités des travailleurs de milieu sont concentrées dans des environnements qui diffèrent à différents égards là, des milieux ruraux où certains de mes collègues autour de cette table travaillent. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, vous voyez qu'on a la chance de compter sur des panélistes d'expérience et diversifiés. Alors, peut-être en guise d'introduction, une parole là, issue du milieu. Donc, qu'est-ce que c'est le rôle des personnes travailleuses de milieu ou TM? Hein, on va utiliser leur petit nom fréquemment dans la journée d'aujourd'hui. Un pont entre les personnes aînées et les ressources de la communauté. Donc, un rôle relationnel, hein, créateur de liens, de réseaux qui est extrêmement important. Le rôle des TM, en fait, dans le cadre des ITMAV, je vais les présenter dans quelques minutes, c'est d'abord de repérer des personnes aînées qui pourraient être en situation dite de vulnérabilité, des conditions difficiles, etc., pour aller à leur rencontre. J'ai utilisé le terme créer du lien, aller directement dans les milieux que les personnes fréquentent, un peu à l'image de ce qu'on a vu quand le travail de rue a été créé il y a quelques décennies de cela. Au lieu d'attendre que des jeunes en difficulté se présentent dans les organismes, c'est de faire le chemin inverse, puis nous, de se rendre dans les différents milieux, dans les quartiers, dans les services, les ressources, les restaurants, les centres commerciaux, etc. Nommez-les, les endroits donc, qui sont fréquentés par les personnes aînées. Un deuxième rôle qui est celui d'accompagner, hein, de soutenir les personnes aînées dans leur démarche à partir de leur volonté, de leurs besoins, de leur rythme aussi en tenant compte de ce que sont les priorités que ces personnes-là peuvent entretenir, plus que nos priorités là, comme personnes travailleuses de milieu. Assurer le relais vers les ressources, soutenir les personnes dans les démarches, les accompagner quand c'est nécessaire, tout en respectant, je l'ai déjà mentionné, là, les différentes capacités et préférences des personnes. Troisième rôle très important, donc, de référer les personnes vers des ressources appropriées dans la communauté, ce qui demande évidemment une bonne connaissance de ces ressources-là, le travail en partenariat, etc. Donc, une autre dimension relationnelle très importante qui est la dimension partenariale. Au Québec, donc, on a la chance de compter sur un programme qui soutient le déploiement des initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité, financé par le secrétariat aux aînés. Donc, je souligne la présence parmi nous de Mme Marie-France Allé, là, qui est directrice du secrétariat aux aînés. Donc, vous voyez 172 organismes d'action communautaire au Québec qui reçoivent ou en fait qui réalisent 235 projets de travail de milieu. Donc, en ce moment, il y a 235 travailleuses et travailleurs de milieu actifs dans toutes les régions du Québec. Vous avez une carte, là, je m'excuse des points, c'est un peu minuscule, mais vous pouvez voir qu'ils sont déployés un peu partout au Québec et c'est peut-être pas fini. Donc, les 17 régions administratives de la province là, qui sont couvertes par le travail de milieu. Le secrétariat aux aînés soutient aussi le PASO ITMAV, dont je suis l'heureuse responsable, qui est le programme d'accompagnement de soutien aux organismes porteurs d'ITMAV. Donc, PASO ITMAV, on a le mandat de soutenir les personnes travailleuses de milieu et les gestionnaires des ITMAV par le biais d'activités de soutien, de formation, de développement d'outils. Par exemple, on a développé dans les derniers mois une plateforme d'auto-formation destinée aux personnes travailleuses de milieu. On offre des demi-journées thématiques. Récemment, on en a offert une sur le thème des troubles d'accumulation compulsive, qui est un enjeu qui est souvent rencontré. Bientôt, des formations là, sur les troubles neurocognitifs, toujours adaptées évidemment à la pratique TM, hein, qui a ses spécificités, puis vous allez le découvrir encore davantage dans le cadre de la table ronde. On se fait des journées annuelles, puisqu'un sentiment de communauté, de solidarité entre des personnes qui exercent un métier aussi à la fois peut-être palpitant, vous pourrez nous en dire plus, mais exigeant aussi.
etc. Puis donc, on est aussi animé, on est une équipe ancrée à l'Institut sur le vieillissement à l'Université Laval. Donc, on a une préoccupation de s'évaluer aussi comme projet. Alors voilà. Dans le cadre du panel aujourd'hui, bien, vous avez déjà rencontré mes différents confrères et consoeurs. Donc, on va passer tout de suite à notre première question. Donc, j'ai eu l'occasion de vous parler très brièvement de ce que c'est le travail de milieu, les 3 mandats, hein, les 3 rôles des TM, mais je vais demander aux personnes qui l'exercent, ce métier-là, de nous en dire un peu plus, hein, pour qu'on se mette bien en contexte. Donc, Maude, Stéphane ou Louis, est-ce qu'un de vous 3 voudrait commencer sur qu'est-ce que c'est pour vous le travail de milieu? Je peux peut-être y aller. En fait, le travail de milieu, avant tout, c'est le repérage sur le terrain des gens qui vivent des difficultés, des problématiques, d'entrer en contact avec eux et d'établir un lien de confiance pour les réintégrer au réseau, en fait, et définir un peu de trouver une solution à leurs problématiques qui est souvent diverse. Donc, c'est un peu ça le gros du travail. C'est le repérage, l'accompagnement vers les ressources qui vont aider à solutionner la problématique. Merci beaucoup, Stéphane. Maude? Oui, ben j'aurais peut-être des choses à dire sur le repérage parce qu'effectivement, c'est une partie centrale de notre travail. Et quelques exemples de repérage que pour ma part, je fais là, dans le cadre de mon travail, c'est par exemple ben, les milieux de vie, comme Émilie l'a nommé au début. Mais c'est vraiment d'assurer une présence là, régulière pour que les personnes en situation de vulnérabilité puissent nous reconnaître au fil du temps et développer ce fameux lien de confiance. Donc, parmi les milieux de vie, pour ma part, je fréquente les Tim Hortons parce que ce sont des endroits souvent fréquentés là, ce sont des endroits où les gens ont un réseau, ils vont là pour jaser tout simplement. Aussi, les comptoirs alimentaires dans la région des Laurentides, ça a bien fonctionné, la présence dans les comptoirs alimentaires. Les gens se présentent là, ils ont déjà un besoin et ben, c'est un moment pour rencontrer et des aînés fréquentent cet endroit-là. Donc, je voulais juste parler du repérage, mais peut-être que je parlerai de d'autres choses tout à l'heure. Merci. Stéphane, veux-tu ajouter quelque Oui, chose? je rajoutais quelque chose sur le repérage parce qu'effectivement, au Tim Hortons, j'ai réalisé, suite à une opération, j'ai eu une orthèse au genou et ça a été le facteur déterminant pour avoir des contacts avec toutes sortes de personnes qui disaient hey, moi aussi, mon gars, j'ai eu ça, puis ça fait mal, puis c'est ça. C'est un truc. Ça ne dure pas longtemps, ça dure 6 mois. L'orthèse, mais utilise, c'est le temps d'aller au Tim Hortons dans ce temps-là. Merci, Stéphane. Louis? Oui, moi, j'aimerais rajouter que un travailleur de milieu, ça a plusieurs chapeaux. On va parler essentiellement du repérage aussi. On va parler éventuellement de l'accompagnement des travailleurs de milieu auprès des aînés. Alors, l'écoute active qu'il faut porter, d'aller chercher, d'identifier le besoin, essayer de voir aussi le, l'aîné, son besoin, mais dans quelle optique, puis c'est dans quoi qu'il se projette aussi. Alors, il y a un grand travail à faire à ce niveau-là. Mais pour arriver au repérage aussi, il y a un travail en amont qu'il faut faire. On va en parler plus tard aussi, mais il y a un souci de prendre une grande connaissance des ressources qui existent sur le territoire parce que ce sont des bottins, des bottins de référence vivants. Puis il faut constamment qu'ils actualisent leur information. Des fois, il y a des nouveaux projets, des nouveaux services, il y a des projets pilotes, exactement. Alors, il faut être au courant de ça. Il faut aussi connaître, outre les portes d'entrée, les trajectoires qui existent, alors dans différents. Il faut bâtir des relations avec les partenaires pour justement aider au référencement, mais aussi aider aussi au repérage, là, parce que nos partenaires peuvent être à la fois des gens qui nous mettent en contact avec certaines aînées ou nous disent, ben, à tel endroit, ils nous donnent un peu des guides, à tel endroit, il faudrait peut-être faire un peu d'activité de repérage parce que on voit qu'il y a des besoins. Alors, ces partenaires-là peuvent nous guider à savoir où qu'on va aller faire le repérage. Puis à la fois, quand on a un aîné qu'on veut bien accompagner, alors de trouver le bon endroit pour le référer. Puis de trouver peut-être des portes ou des fast-tracks. Des fois, ça pourrait toujours aider parce qu'il faut agir de façon, des fois,
rapidement, malgré qu'on n'est pas un service d'urgence. Là. À mon équipe, je le rappelle, on n'est pas un service d'urgence, mais quand même, il faut agir rapidement parce qu'un aîné, ça peut prendre plusieurs années avant qu'ils disent, qu'ils lèvent la main, on leur dit OK, j'ai peut-être besoin d'aide. Ça fait peut-être 10-15 ans qu'il vit la même problématique, puis il endure. Puis à un moment donné, ça vient de craquer. Puis si on le perd, on est mal pris. Alors, il faut vraiment agir à l'occasion de façon quand même rapide. Alors, moi, je mets 25 cents dans ma machine, Marie-Émilie, tu le sais, tu me fais signe. Alors, C'est pour ça que je te regardais ouais, intensément. ben, je vais Stéphane est pareil. mais je vais compléter aussi avec tout ça, aussi peut-être un chapeau, d'être aussi son outil, son agent de communication. Alors, bâtir ses outils, ses documents, sa littératie pour bien expliquer son service dans son secteur. Alors, il y a vraiment de la documentation, des outils de travail aussi pour faire nos repérages, collecter les données pour nos redditions de comptes et tout ça. Alors, il faut vraiment être proactif sur différents chapeaux. Alors, un travail de milieu, c'est vraiment polyvalent, là. Je m'excuse, je ne regarde pas par là beaucoup. Je vais me tasser tantôt par là. C'est bon. Merci beaucoup à vous trois. Donc, la table est mise. Vous avez vu qu'une grande diversité de tâches qui sont assumées par les travailleuses et les travailleurs de milieu à partir des 3 grands rôles. Puis nous, comme partenariat de recherche relié, bien, on veut savoir justement là, aller un peu plus en profondeur sur les types de savoir-être, savoir-dire, etc., qui sont mobilisés par les travailleuses et les travailleurs de milieu. Donc, c'est une amorce de ce travail-là aujourd'hui qu'on vit grâce à vous. On est en co-construction, mine de rien. Donc, est-ce qu'on peut vous écouter peut-être sur cette question-là, peut-être en commençant par toi, Stéphane, ou toi, Maude? Oui. Sur les types de savoirs, qu'est-ce que vous utilisez, puis ils viennent d'où ces savoirs-là, finalement, que vous mettez à profit là, dans votre pratique quotidienne? Oui, bien, c'est ça. Dans mon expérience, quand je suis arrivé à Valleyfield, il y a eu un peu un choc au niveau du type de travail que j'étais habitué de faire à Vaudreuil. Le territoire est légèrement un peu différent, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'itinérance à Valleyfield. Ça m'a mis un peu face à une problématique où il y avait peu de solutions. Pardon. Souvent, nous, la population, les citoyens à qui on vient en aide ont entre 50 et 65 ans. Entre 50 et 65 ans, il y a une problématique souvent financière. Ils sont souvent sur l'aide sociale. Donc, ils reçoivent environ 800 $ par mois. Les chambres sont rares, les logements sont rares. Ils se retrouvent dans des chambres souvent qui sont environ à 550 minimum. Donc, sur le chèque du 800, il ne reste plus beaucoup de choses. Souvent, c'est accompagné de consommation. Et avec ça, il y a une autre dépense supplémentaire. Puis, ils se retrouvent souvent avec aucun téléphone, donc difficile à rejoindre. Donc, comment on fait pour rejoindre ces gens-là qui sont très vulnérables, qui ont des difficultés et qui sont durs à retrouver? Bon, j'ai eu l'idée de créer des boîtes postales mobiles. Donc, je vais m'entendre avec une personne, mettons à Beauharnois, je vais lui dire je vais lui laisser une boîte postale avec un message pour qu'on puisse communiquer à un endroit au centre d'action bénévole caché en quelque part. Ça fait que ça devient notre canal de communication qu'on développe ensemble. Donc, ou un autre, ça peut être à la halte climatique où je vais laisser une boîte pour un monsieur. Quand j'ai besoin de le contacter, je peux transférer des messages à l'intérieur de la boîte. Donc, il y a comme ce lien-là. Il y a des petits ajustements à faire parce que la dame dont je mettais la boîte secrète à Beauharnois, elle partait avec la boîte et le message secret. Donc, je me retrouvais à remettre une autre boîte après ça. Ça fait qu'il faut recadrer ça. Mais c'est un système qui fonctionne quand même. Et pourquoi à quoi consistent les messages? Là, je vais mettre un petit peu de contexte dans ça parce que souvent, eux, les échanges qu'on a, c'est souvent pour des accompagnements médicaux, des accompagnements avec un agent de probation, parce que souvent, il y a des casiers criminels liés à tout ça, puis on ne peut pas négliger cette partie-là non plus. Ils sont vulnérables, ils sont isolés. À la fin du mois, il y a des services qui existent pour un rendez-vous médical, des transports, mais c'est 60 $. Donc, quand tu es sur l'aide sociale, que tu payes ton loyer, tu as ta consommation, ça ne fonctionne pas. Donc, les boîtes postales servent un petit peu à ça. Puis, suite aux accompagnements médicaux pour ces gens-là, il faut s'ajuster parce que souvent, le premier du mois, ça ne fonctionne pas avec un accompagnement médical. Il y a une consommation qui est souvent impliquée et ils ne sont pas en état d'aller chez le médecin. Donc, on a pris l'habitude de mettre les rendez-vous à la fin du mois. Quand il reste moins de sous, c'est plus facile pour nous pour les accompagner. L'accompagnement, ça peut prendre... Là, c'est un rabbit hole un peu dans le sens qu'on s'embarque là-dedans. Ça peut être juste pour un truc bénin que la personne va nous dire « j'ai besoin d'aller voir un médecin pour telle raison ».
Et on a développé aussi, en conséquence, deux médecins avec qui on peut faire affaire directement sans passer par le réseau. Ça fait que ça nous aide beaucoup à avoir accès à un médecin rapidement. Mais c'est ça, ça devient des fois une espèce de tourbillon parce que là, on va pour un bobo mineur, il y a des prises de sang qui sont accompagnées. Les prises de sang révèlent une problématique plus complexe. Puis quand tu vas chez le médecin et qu'ils n'ont pas de numéro de téléphone, c'est toi qui deviens le pivot parce qu'ils disent OK, on fait comment pour rejoindre la personne? Bien là, je donne mon numéro de téléphone et là, c'est là que ça commence. Là, je suis pris dans la spirale de rendez-vous et d'accompagnement. Les hôpitaux avaient les fils sont pleins, ils nous envoient au CHUM pour une problématique. Après ça, le CHUM, bien, il y a un autre rendez-vous. Ça fait que là, ça nous amène à un autre rendez-vous, à un autre hôpital. Ça fait que c'est comme une spirale assez complexe pour réorganiser tout ça en devenant un peu l'agenda de la personne aidée et l'accompagnateur. Puis je sais que ça excède le mandat que les ITMAP sont supposés avoir, mais avec ces gens-là qui ont épuisé les liens de la famille, les liens des amis, ils se retrouvent vraiment seuls. Donc, on se retrouve un peu avec cette problématique-là qui est complexe. Puis honnêtement, je n'ai pas trouvé de solution encore. On en parle régulièrement aux tables rondes pour essayer de faire sensibiliser les gens, les organismes à peut-être créer un service approprié pour ça, parce que c'est facile de tomber dans une spirale infernale de rendez-vous médicaux. Puis je fais juste rajouter, je conclue avec ça, c'est on ne prend pas d'appels non plus qui viennent de l'extérieur, qui me disent j'ai besoin d'un transport à l'hôpital. On ne le fait pas, on le fait avec des gens qu'on a établi un lien, qui ont un lien de confiance, on connaît leur historique, qui sont isolés, mais il reste que c'est une problématique majeure sur le territoire. Puis Valleyfield, il y a 200 itinérants à peu près de répertoriés, donc ça revient vite aussi. Merci beaucoup à Stéphane. Donc, connaissance fine du territoire, capacité de développer des services pour des problèmes en émergence. Maude, des savoirs que tu utilises dans ta pratique, dans un contexte fort différent parce que vous Oui. avez la chance d'entendre des personnes qui sont TM là, dans des lieux qui sont assez différents sur le plan des réalités. Oui, régionales. donc comme je disais au début, moi je travaille dans la MRC des Laurentides, donc c'est un territoire plutôt rural. 20 municipalités. Pour vous donner une idée, là, il y a 2 municipalités de 10 000 habitants environ, donc il y a Sainte-Agathe et Mont-Tremblant. Sinon, les autres, ce sont des municipalités d'une centaine à quelques milliers d'habitants. Donc, nous, on essaie de rejoindre des aînés plutôt isolés, là, donc plus éloignés des centres parce que souvent, les personnes qui vivent dans un centre urbain vont généralement mieux connaître les ressources, quoique, ce n'est pas toujours le cas. Mais donc, savoir, ouais, ben c'est ça, de vraiment aller à la rencontre des aînés isolés. Donc, ça implique d'aller communiquer là, directement avec les acteurs du milieu, que ce soit les municipalités. Moi, dans petite expérience ici, là, j'ai commencé mon travail de milieu en faisant du porte-à-porte. Donc, dans les premiers mois de mon travail, là, je faisais carrément du porte-à-porte dans les régions éloignées. Mais d'abord, avant de commencer le porte-à-porte dans une municipalité, j'allais voir les personnes de la municipalité pour demander s'ils avaient des secteurs d'une municipalité à me référer parce qu'aller cogner à toutes les portes, c'est pas toujours évident. Mais c'est ça. Donc, c'est pas toujours facile d'aller à la rencontre de ces personnes-là qui sont vraiment isolées, qui ne connaissent pas du tout les services. Donc, au moins d'avoir un lien avec les autres organismes communautaires. Dans ma région, là, les centres d'action bénévole là, sont vraiment des partenaires clés pour nous. Également le CIS, les autres organismes communautaires. On travaille aussi avec l'Écluse, qui est un organisme de travail de rue. Parce qu'on se rejoint, là. Le travail de rue, travail de milieu, c'est du travail de proximité. Donc, c'est ça, ça fait partie du même type de travail. Alors, voilà. Merci. Louis? Oui, j'aimerais compléter. Merci pour ton bon commentaire sur les centres d'action bénévole. Je la retiens.
Moi, je dirais rajouter, étant donné, moi, j'ai été travailleur de milieu, je ne l'ai pas dit en l'entrant tantôt, j'ai été travailleur de milieu 7 ans là, dans mon patelin. Là. Le Centre d'action bénévole du Contrefort, on couvre autant le centre-ville de la ville, on est à Charlebourg, mais on couvre autant le centre-ville de la ville de Québec, alors la base ville pour les connaissants, et on monte vers les banlieues, là, Beauport et Beauport, Charlebourg, Loretteville, Saint-Émile, tout ça. Puis on couvre l'entièreté de l'arrondissement, pas l'arrondissement, mais de la MRC de la Jacques-Cartier. Alors de Sainte-Brigitte de Laval à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Alors, nous, c'est un grand territoire. Puis moi, quand j'arrive le moment d'embaucher un nouvel à travers le milieu, j'ai besoin d'avoir des savoirs qui sont quand même assez acquis aussi. Puis des fois, c'est dur à dénicher le bon travailleur de milieu. Alors, souvent, on commence avec des savoirs académiques aussi. Alors, une bonne base de connaissances, ce qu'on apprend sur les bancs d'école. Alors, un bon profil académique qui touche différents corps de métier, souvent ressources humaines aussi, là, qui va du travail social à l'éducation spécialisée, la psychoéducation, pas la philosophie, mais la psychologie. En orientation, j'ai déjà eu quelqu'un aussi en orientation. Alors, il y a différents champs d'études là, qu'on peut aller dénicher des bons travailleurs de milieu, mais c'est sûr qu'à la base, ça prend des connaissances un peu personnelles qu'on acquis dans des expériences antérieures au travail. Alors, souvent, on a déjà travaillé dans un terrain de jeu, par exemple. Alors, on a une félicité d'animation pour vraiment être capable de percer un peu tu sais, quand on est dans un Tim Hortons ou qu'on est dans un endroit public, bien, le travailleur de milieu doit entamer une discussion avec l'aîné. Alors, des fois, il va falloir chercher une force aussi, comme qu'on a mentionné, si on n'attend pas que l'aîné vienne vers nous. Alors, des fois, il faut forcer un peu le dialogue. Et alors, il faut quand même acquérir un bon savoir, de bonnes capacités. Puis ça, c'est à travers les emplois précédents qu'on peut l'avoir. J'ai d'autres idées, mais qu'est-ce que vous en dites, vous autres, pour me Merci, compléter? merci, Louis. Alexandra, aurais-tu une réflexion pour ta part avec une Ben, perspective plus de recherche sur cette diversité là, de savoir-là? ouais, je dirais que c'est le savoir du terrain, donc propre à la localité, aux caractéristiques socio-démographiques, aux vulnérabilités particulières, non seulement des individus, mais de l'environnement, hein, parce que bien souvent, les caractéristiques de l'environnement font en sorte qu'on a plus ou moins de capacités et de possibilités d'action en tant que personne, encore plus pour les personnes âgées parce qu'ils sont souvent plus vulnérables aux distances. Donc, comment la communauté s'organise, quelles sont ses ressources humaines, communautaires, institutionnelles, quelles sont les portes où il est préférable d'aller frapper ou non, qu'est-ce qui est plus porteur. Donc, ces savoirs-là qui sont souvent propres aux localités, les travailleurs de milieu sont engagés sur une base territoriale. C'est plus ou moins délimité là, en fonction des cas. Mais bien souvent, là, à Montréal, c'est des RLS, donc c'est des petits endroits, mais étant donné que c'est très dense, il y a une densité de services, mais il y a aussi possiblement des trous de services et des lieux où il est plus difficile ou plus facile d'accéder. Pour donner un exemple, les cliniques d'impôts sont très courues lorsque vient le temps d'aller chercher des services pour lesquels on a besoin d'avoir une preuve de revenu, mais si la déclaration de revenus n'a pas été produite, etc., etc. Donc, il est important de connaître là, les portes d'entrée, puis d'être capable d'avoir aussi des stratégies de priorisation pour aider les personnes à accéder aux bonnes choses. Donc, ces savoirs-là de terrain qui sont très propres aux spécificités du territoire où les travailleurs de milieu agissent sont très importants. Merci beaucoup. Stéphane, avais-tu le goût d'ajouter quelque chose? Ben oui, ben oui. Parfait. Oui, en fait, sur le terrain, en Étudiant, c'est-à-dire, il y a souvent la problématique ils perdent leur carte. La carte de guichet est perdue, la RAMQ est perdue. Il y a des ressources, puis c'est des ressources qui peuvent refaire une carte de RAMQ. Par contre, c'est long ça peut être long, c'est des cartes itinérantes, ça peut être long quand même avant de l'avoir. Donc, eux, il y a une problématique d'approvisionnement de leur argent qui est déficient pendant quelques temps parce que souvent, pour avoir une nouvelle carte à la caisse ou au Desjardins, entre autres, ou à n'importe quel autre endroit, ça prend une identité. Et ils n'ont plus la carte de RAMQ.
Donc, on se retrouve avec une panique un peu de dire, OK, j'ai plus d'argent, j'ai perdu mes cartes, qu'est-ce que je fais? Quand est-ce qu'elle va arriver ma RAMQ? Ce qu'on a fait la semaine passée, c'est qu'on est allé voir les Caisses des Jardins, on a commencé avec eux, puis un protocole qui va être mis en place pour avoir une lettre qu'un travailleur de milieu va pouvoir signer pour pouvoir pour identifier la personne. Comme ça, il va pouvoir récupérer sa carte assez rapidement. Fait que développer les bons partenariats sont super importants. Ce n'est pas encore fait, mais ils travaillent là-dessus incessamment. Sinon, il y avait aussi c'était une année, un hiver difficile pour les itinérants à cause du froid qu'il y a eu cette année comparativement à l'année passée. On avait des craintes aussi d'avoir des engelures, d'avoir des gens qui soient obligés de subir l'amputation à cause des engelures. Donc, ça, c'est une surveillance qu'on a faite régulièrement sur les terrains en sachant exactement à quel endroit ils étaient situés, ces gens-là. Puis, avec la ville, ce qu'on a fait, on a mis les deux villes, le Beauharnois et Valleyfield, sont hyper proactives pour mettre en place des choses pour aider les gens sans domicile fixe. Ils nous ont autorisé à avoir des plages horaires pour les accompagner à les douches à l'aréna pour qu'ils puissent prendre une douche. Et nous, ça nous permet aussi de vérifier est-ce qu'ils ont des engelures aux pieds ou pas. Tu sais, on en profite. Puis cet hiver, ce qui est arrivé, c'est en fait, il y a les deux frères en question. Ils sont tombés en état d'itinérance suite aux inondations qu'on a eues. Il y avait évidemment ces deux frères-là, consommation, santé mentale et insalubrité. Le propriétaire en a profité pour les mettre à la porte. Puis, là, ils se sont retrouvés dans la rue. L'autonomie fonctionnelle, elle n'est pas là du tout, donc c'est très complexe. Ça fait que ces deux frères-là qu'on suivait, on se disait tout le temps, ils vont mourir gelés dans leur tente parce qu'ils consomment énormément d'alcool. Donc, c'est très difficile de ressentir le froid dans ce temps-là. Je m'excuse. Donc, le partenariat qu'on a développé avec la ville de Beauharnois nous a permis justement de les accompagner à la douche. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les pieds étaient noirs, les talons étaient noirs. Et honnêtement, c'était triste à voir, ça faisait pitié. Là. Ça fait qu'ils ont été hospitalisés, amputation et tout ça. Mais c'est ça, c'est des choses que, grâce à la ville, qui nous ont permis ça nous a permis de pouvoir voir un peu l'état des pieds. Sinon, c'est très difficile. Des fois, ils ne sont pas willing, ils ont peur de montrer parce qu'ils ont peur de l'hôpital. Mais c'est des trucs comme ça qu'on met en place pour pouvoir aider. Donner la parole à... Je vais juste faire un petit pouce, moi, sur les propos de mon collègue Stéphane. C'est sûr que dans l'histoire de cas qu'il nous présente aussi, alors dans le savoir aussi, il faut quand même apprendre certaines connaissances sur des problématiques, des enjeux aînés, souvent locales aussi. Puis il faut savoir comment ça fonctionne, comment notre communauté réagit. Alors, bien connaître les ressources, les concertations, parce que le travail de milieu, avec tout ce qu'on voit sur le terrain, sur le plancher des vaches, là, si on prenait ton expression tout à l'heure, alors il faut qu'il fasse remonter l'information, des fois des concertations aux services sociaux également. Alors, c'est important d'être capable de bien vulgariser ce qu'ils voient aussi pour avoir des messages clairs, concis, mais à la fois, quand c'est le temps de descendre d'informations de politique ou de services aux aînés, aussi d'être capable de les traduire dans les mots des aînés pour comment ils se situent, pour qu'ils se voient évoluer. Alors, le programme se veut aussi de donner du pouvoir d'agir, d'empowerment aux aînés. Alors, il faut réussir. Le travail de milieu doit réussir à trouver des outils ou des façons de faire, à te traduire l'information de l'aîné ou qu'il soit capable de se projeter et d'être capable de voir peut-être une lueur d'espoir pour aller de l'avant aussi. Alors, ça prend vraiment un savoir qui doit se développer sur le terrain. Puis en tant que gestionnaire, que c'est vraiment rentable, je finis avec ça, c'est vraiment rentable pour un gestionnaire d'avoir un travail de milieu qui reste en place. Alors, dans le passé, je voyais des gestionnaires qui devaient changer de travailleur de milieu de façon à chaque année. C'est sûr qu'il y a du savoir qui se perd, puis il y a de l'expérience, le transfert de connaissances ne se fait pas. Alors, c'est vraiment valorisant d'avoir des travailleurs de milieu qui restent en place plusieurs années pour que ça ait une réussite. Là. Ouais. Merci beaucoup, Louis. Isabelle, une réflexion sur ces différents types de savoirs? Je vais placer mes lunettes. Donc, vous avez évoqué plusieurs types de savoirs. Dans nos conversations qui ont précédé ce panel, donc, je réfléchissais donc à comment on peut décliner ces savoirs en travail social. On parle souvent de savoir-être, savoir-faire, savoir-dire, mais de façon plus pointue, comment on peut décliner là, les différents savoirs hybrides là, qui ont été évoqués aujourd'hui.
Donc, je réfléchissais, donc, ça a été dit, les savoirs expérientiels, tu viens de le nommer, Louis, par exemple, donc issu de l'expérience propre, de l'expérience, notre propre vécu comme individu. On pourrait parler aussi de savoir relationnel. Je pense que vous l'avez évoqué aussi d'entrée de jeu, donc ce qui se déploie à travers les relations humaines, le lien, la capacité de créer Ouais, c'est ça, je bouge trop. La capacité de créer du lien avec les personnes concernées. Puis l'exemple d'Orthez, en fait, était excellente aussi parce qu'on vient rejoindre le socio-motif de la personne. On vit des expériences similaires, par exemple. Donc, cette capacité de s'ajuster dans l'émotion, dans l'échange socio-émotif qui est vécu avec les personnes. Alexandra, puis vous l'avez évoqué aussi, les savoirs liés au territoire, au contexte, savoirs contextuels, savoirs territoriaux, donc savoir les ressources, les secteurs à consulter, donc tout ce qui est lié aux dynamiques locales, aux ressources qu'on peut mobiliser, puis même aux problématiques. Stéphane, tu l'évoquais, de certains contextes, territoires, on va parler d'itinérance plus que dans d'autres. Donc, tous ces savoirs qui sont liés à des contextes ici, des contextes spécifiques selon les dynamiques régionales et cette juste distance ou cette juste présence qu'on doit avoir avec les personnes en trop pas assez de proximité, etc. Donc, ça, c'est probablement des savoirs que vous développez aussi qui sont difficiles à documenter, à faire dialoguer ou à écrire, par exemple. Donc, c'est naviguer dans ces zones grises en développant des savoirs du quotidien ou comment on fait, pourquoi on intervient. Puis, je terminerai donc cette rapide typologie des savoirs en parlant peut-être aussi des savoirs organisationnels, académiques, vous l'avez nommé, mais des savoirs aussi qu'on pourrait dire éthiques et politiques, c'est-à-dire que votre travail du quotidien vous amène à observer ces inégalités sociales et ces zones de vulnérabilité et comment, en fait, donc, les personnes ou les contextes et les situations de vie amènent ces inégalités sociales et de la santé aussi. Donc, cette conscience politique de pourquoi les personnes vivent ces situations. Merci beaucoup, Isabelle. J'ajoute que si vous êtes une personne travailleuse de milieu, puis que vous avez entendu la notion de communauté de pratique, puis vous dites, coudonc, je ne suis pas informée de ça. On a des communautés dans toutes les régions du Québec et vous avez mon adresse courriel ou encore celle du PASO ITMAV, notre projet d'accompagnement et de soutien. Écrivez-nous un courriel, puis on va vous informer des services en lien avec les communautés de pratique. Alors, merci encore, puis bon après-midi.